Bienvenue sur la chaîne Pièces de Radio Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. C'est Jack Carter qui vous parle. L'histoire que je vais vous raconter se situe après la guerre de 14, en 1922 exactement, à cette époque où l'Europe et les États-Unis connaissaient une extraordinaire prospérité. Les théâtres et les cinémas regorgeaient de monde, on dansait partout, et les femmes exigeaient de la haute couture un art, un luxe et une imagination toujours plus raffinée. C'est dire quel événement fut l'arrivée à New York du plus célèbre couturier parisien, Paul Poiret. Les journalistes assiégèrent son domicile et Ida Johnson, la chère et tendre Ida de l'oncle Nick, fut l'une des premières à l'interviewer. Asseyez-vous, mademoiselle. Vous venez pour quel journal? Le New York Herald. Il paraît tous les jours sur 40 pages avec 22 éditions, n'est-ce pas? Oui. Oh, mais je vois que vous nous connaissez fort bien. Oh, tout ce qui est immense m'intéresse, mademoiselle. Dans ma vie, j'ai toujours vu grand, très grand. Je m'y suis ruiné. Mais comment ne pas croquer à belles dents cet argent qui est un fruit toujours mûr? Si je comprends bien, maître, pour vous, être raisonnable, c'est être stérile. Il y a un peu de cela, oui. Nous sommes ici dans la maison de couture que vous venez de fonder. Puis-je savoir ce qui vous y a incité? Eh bien, je ne connais pas de femme plus fidèle que les Américaines. Mais quand il s'agit de la mode, leur fidélité devient une véritable routine. Enfin, elles sont habillées comme un pensionnat en uniforme. Pourtant, ne sont-elles pas les plus belles du monde et les plus riches? Je suis venu donner à chacune sa personnalité. On dit que je suis un excentrique. À la vérité, je ne fais que répondre par anticipation aux plus secrets désirs des femmes. C'est moi qui ai supprimé le corset. Ah oui, je et savais. si aujourd'hui je dis portez des jupes courtes et coupez vos cheveux, elles poussent des cris effarouchés. Mais en fait, elles ne demandent que ça. Les audaces, c'est moi qui les ai. Et peu à peu, elles font semblant de s'y résigner. Que pensez-vous du mandement de son éminence le cardinal Farley? Eh bien- Pour lui, les libertés de la couture parisienne constituent un danger pour la morale publique. Eh bien voilà, je répondrai à votre prélat qu'il mésestime la vertu de ses ouailles. En Amérique, quand on oppose la coquetterie à la morale, la coquetterie n'est-elle pas toujours battue? Oui, enfin... Oui, Vous voici donc installé au dernier étage de ce gratte-ciel. mais oui. Quand présentez-vous votre collection? Eh bien, dans 3 semaines, sur la terrasse. Dans 3 semaines, oui. Vous êtes venu avec vos mannequins, je crois. Oh, je les ai toutes amenées de Paris. On dit que copier, c'est voler. Êtes-vous souvent copié? Oh, en Amérique, mademoiselle, on nous copie scandaleusement. Tenez, regardez cette revue clandestine. Oui. Elle est vendue à prix d'or aux confectionneurs avant même que nos collections soient présentées à Paris. Oh. Oui, je viens de créer le comité de défense de la haute couture et je vous préviens que nous n'allons pas nous laisser faire. Oh, mais maître, nous vous aiderons au maximum pour faire respecter ce que vous appelez, je crois, la propriété artistique. Je vous en remercie infiniment. Excusez-moi, mon temps est très précieux. Ah, je vous en prie. Passez, je vous reconduis, mademoiselle. Pardon. Oh, Et quoi donc, mademoiselle? qui est cette fille ravissante qui descend dans l'ascenseur avec ce monsieur? C'est Clarence, un de mes mannequins. Et elle est d'ailleurs américaine. Elle résidait à Paris depuis 3 ans. Je crois bien qu'elle a présenté là-bas les collections de la plupart de mes confrères. Le monsieur qui est avec elle vient souvent ici? Eh bien, c'est la première fois que je le vois. Qu'il passe la chercher à 7 heures du soir, je ne peux pas l'empêcher. La vie sentimentale de cette demoiselle ne me regarde pas, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air contrarié, mademoiselle. Ah, non, pas du tout. Encore merci, maître, de votre accueil et à bientôt. Je vous en prie, à bientôt, mademoiselle. Ida devait dîner chez Nick. Elle passa à son journal et à 8h30, elle entrait dans la demeure de l'homme de sa vie. Bonsoir, Nick. Bonsoir, chérie. Il y a longtemps que tu es là? J'arrive. Très occupé, à ce que je vois. Prêt? Nick, Oui, tu m'aimes toujours? bien sûr. Pourquoi me demandes-tu ça? Oh, les hommes, tu sais. Mais moi, je ne suis pas un homme comme les autres. Oui, c'est ce que je croyais. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Nick n'insista pas et l'on passa à table. À 11h du soir, le téléphone sonna. Allô, j'écoute. Oui? Oui? Oui. Qu'est-ce que vous dites? Je viens. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, chérie. Il faut que je sorte.
Longtemps? Toute la nuit, peut-être. Ah bah parfait, moi qu'est-ce que je deviens? Ah, rentre chez toi ou reste ici, fais comme tu veux. Cette sortie à 11h du soir, c'est vraiment indispensable? Oui. Nick, Quoi? regarde-moi dans les yeux et jure-moi que tu ne vas pas retrouver Clarence. Qu'est-ce que tu racontes? Ce soir à 7h, en sortant du bureau de Poiret, je t'ai vu descendre avec cette fille. Et tu la prenais tendrement par le bras. Scène de Oh, jalousie? jure-moi que tu ne vas pas la retrouver. Je ne peux pas te le jurer. Ah bon? Au moins, ce qu'il y a de bien avec toi, c'est qu'on sait tout de suite à quoi s'en tenir. Oh, écoute, cette femme, je la tuerai. Si tu veux venir avec moi, viens. Je te prends au mot. Chiche. Chiche. Bon, alors allons-y. Ah, c'est vous, monsieur Carter. Je vous guettais. Laissez passer, allons, laissez passer. Mais qu'est-ce qu'il y a donc? Regarde. Clarence, mon Dieu. Elle s'est jetée par la fenêtre. Elle est morte? Oui. Enfin, pourquoi s'est-elle suicidée? Et pourquoi est-ce toi qu'on a prévenu tout de suite? Je l'avais demandé. Enfin, tu prévoyais qu'elle allait se tuer? Non, mais mon devoir était de craindre le pire. Vous croyez qu'elle s'est suicidée? D'après les voisins, elle s'est précipitée à la fenêtre pour crier au secours. Puis elle a basculé dans le vide. En général, quand on se suicide, on n'appelle pas au secours. Et c'est ce que je me suis dit. Vous avez recueilli d'autres indices? Il paraît que 2 minutes après, un homme est sorti de la maison en courant. On ne l'a pas revu. Le corps porte des traces de violence? À première vue, non. Elle s'est ouvert le crâne sur le pavé. J'ai interrogé le portier d'immeuble. C'est un mannequin arrivé de Paris il y a 8 jours. Elle ne recevait aucune visite sauf celle d'un beau garçon élégant et bien élevé. Son amant sans doute. Non. Vous dites? Je dis que cet homme n'était pas son amant. Il lui arrivait d'ailleurs de le regretter. La fille était belle. Vous le connaissiez? Ben oui, c'était moi. Ah, pardon. La police m'avait dit qu'il s'agissait d'un architecte. Je me faisais passer pour tel. C'est une fille que je surveillais. Les filatures ne m'amusent plus et comme je suis fragile au courant d'air, je préfère maintenant travailler à l'intérieur. Je lui ai fait la cour, je ne danse pas mal et on est vite devenus copains. De quoi la soupçonniez-vous? Copie de modèle haute couture. C'est la police française qui nous l'a signalé. Les fuites ont commencé à son arrivée en France il y a 3 ans. On l'a toujours cru affiliée à une bande internationale, mais on n'a jamais pu la prendre sur le fait. Elle est revenue aux États-Unis avec Paul Poiret. Et votre grand patron, McCluskey, m'a demandé de m'en occuper. En ce moment, il a bien assez à faire avec le hold-up de la banque Morgan. Ah, c'est pour ça qu'on avait ordre de vous prévenir s'il arrivait quelque chose à cette fille. Voilà. Eh bien, monsieur Carter, je vous laisse monter pour l'enquête. C'est au 14e étage, en face. Merci. Vous pouvez faire transporter le corps à la morgue. Je vous préviendrai s'il y a lieu de procéder à une autopsie. Entendu. Nick et Ida montèrent à l'appartement de Clarence. Aucune apparence de lutte. Tiens, une tasse à café presque vide. Hein? Tiens. Aucune odeur. Mais il faudra la faire analyser par le laboratoire. Nous interrogerons les locataires, mais d'ores et déjà, j'ai tout lieu de croire que l'homme qui s'est enfui descendait de cet appartement. Mais si Clarence s'est suicidée, il aura sûrement pris le large pour ne pas avoir à répondre à des questions gênantes, ça. N'oublions pas qu'elle a crié au secours. Elle était donc menacée. Et tu crois qu'elle aura préféré se jeter par la fenêtre plutôt que de subir un autre sort? Sait-on jamais. Je l'ai connue peu de temps, mais j'ai nettement pressenti que cette fille menait une double vie. Ah? Oui, visiblement, elle disposait de beaucoup d'argent. Or, son salaire de mannequin ne lui permettait pas d'habiter ici. Pas plus que dans son luxueux appartement de Paris. Et on ne lui connaissait pas d'amis sérieux. Donc, d'où lui venaient les fonds? Enfin, elle était sans gaieté, toujours préoccupée, inquiète. Tu as vu ces tableaux signés Clarence? Oui, oui, elle faisait de la peinture. Avec un certain talent, d'ailleurs. Tiens, Quoi donc? les Dickens ont disparu. Bah, quel Dickens? Elle possédait les œuvres de Dickens en 4 volumes. Ce soir, à 8 heures, je suis monté boire un verre et ils étaient encore là. Elle les aura peut-être prêtés à l'homme qui s'est enfui. Oui, c'est possible. Mais je n'ai pas l'impression qu'il soit venu uniquement pour lui demander de la lecture. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un indice qui nous mette sur la voie. Nick! Oui? Regarde ce que je viens de trouver dans le tiroir de la table de chevet. Quoi donc? Le tome 4 des œuvres de Dickens. Montre-moi ce bouquin. Oh bah, il n'a rien d'extraordinaire. Eh non, en effet. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Regarde dans les marges. C'est griffonnage au crayon? Ma petite, ce ne sont pas des griffonnages. Ah. Les traits sont nets, précis. La personne qui les a dessinés savait très bien ce qu'elle faisait.
Il y en a à chaque page entre la 179e et la 192e. Et tu penses qu'il y aurait des dessins du même genre dans les autres volumes? Je suis prêt à le parier. Pour moi, ces traits signifient quelque chose et l'homme n'a volé que 3 livres parce qu'il ignorait qu'il y en avait un 4e. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? 2 choses. Remettre ce bouquin au service de décryptage et ordonner l'autopsie. Une équipe de spécialistes tenta de découvrir la signification des mystérieux traits de crayon. Toutes les combinaisons furent tentées, aucun résultat. C'est alors qu'Ida eut l'idée qui devait apporter la solution. Elle passa la journée du lendemain penchée sur les hiéroglyphes en question, et 18 heures plus tard, elle se présentait avec Nick chez Paul Poiret. Maître, je vous présente Nick Carter qui mène l'enquête sur la mort de Clarence. Oh, soyez le bienvenu, monsieur Carter. Maître. Merci. Depuis des années, je me passionne chaque semaine au récit de vos enquêtes. En ce qui concerne la fin de cette pauvre fille, où en êtes-vous? L'autopsie a lieu cet après-midi, nous verrons ce qu'elle nous apportera. Un homme était certainement avec elle dans la pièce. Peut-être l'a-t-il menacée d'un couteau ou d'un revolver. Elle s'est précipitée à la fenêtre pour appeler au secours. L'homme se sera jeté par terre pour qu'on ne le voie pas du dehors. Il aura saisi les pieds de la fille et basculé le corps dans le vide pour qu'on croie à un suicide. Mon Dieu. Vous avez découvert l'explication de ce drame? Nous avons trouvé ce livre chez elle. Regardez ces traits au crayon dans les marges. Ida a eu l'idée de les décalquer et d'essayer de les assembler à la manière d'un puzzle pour former des dessins de robes. Et voici le résultat. Mais ce sont les croquis de 7 de mes modèles qui seront présentés dans 3 semaines. Voilà qui confirme nos suppositions. Clarence travaillait certainement depuis 3 ans pour une bande internationale. Bonne dessinatrice, elle copiait les modèles des couturiers chez qui elle travaillait. Elle les décomposait et reportait ses croquis fragmentés dans les marges de livres qui, sous une apparence anodine, franchissaient l'océan dans la valise d'un gangster. Les modèles réduits étaient reconstitués et enfin reproduits dans le magazine clandestin que vous connaissez. C'est insensé. Mais comment comptez-vous faire cesser ce trafic? Nous mettrons tout en œuvre pour découvrir où se cache l'imprimerie et les membres de l'organisation. Pour y parvenir, je vois un moyen. Ah. Combien de modèles comporte la collection que vous allez présenter? Une 40aine. Pour moi, ils ont tous été copiés dans les 4 volumes. Clarence a dû vouloir les vendre trop cher et cela lui a coûté la vie. Le gangster est parti avec 3 seulement. Pour le coincer, lui et sa bande, il n'y a qu'une solution. Les amener à commettre un nouveau vol. Un nouveau vol? Oui. Cette fois, nous remonterons la filière et je ne me donne pas 2 jours pour les coffrer tous. Vous avez un plan? Oui. Nous organisons un grand battage dans la presse. Le grand couturier parisien Paul Poiret, célèbre par la fécondité de son génie créateur, décide, 3 semaines avant la présentation de sa collection d'hiver, de lancer une ligne entièrement nouvelle. Mais c'est de la démence! Une telle information va faire sensation. Mais enfin, comment voulez-vous que je crée une nouvelle ligne, comme ça, sur commande? Maître, pourquoi ne vous inspireriez-vous pas, par exemple, je ne sais pas moi, de la silhouette du cèdre du Liban? Du cèdre du Liban? Pourquoi pas? Mais oui, mais savez-vous que ça n'est pas bête du tout? Oui. Ah, mais oui, je vois très bien ça. Du satin, Oui. de l'ottoman, Oui. du brochet or et argent soutenu par des baleines et de la toile tailleuse. Oh, ce serait merveilleux! 4 ou 5 modèles suffiraient. Ah non, halte! Quoi? Impossible. Mais pourquoi? Mais enfin, comment voulez-vous que d'ici demain je trouve un mannequin oriental? Parce qu'il me faut une orientale, n'est-ce pas, qui corresponde exactement à mes exigences esthétiques. Mais peut-être ferez-vous exceptionnellement quelques concessions. Ah non, Il s'agit avant tout, ne l'oubliez pas, de faire cesser les vols. Ah oui, vous avez raison. Mettez une annonce dans le New York Herald et demain matin vous aurez 20 candidates. Pouvez-vous vous occuper de cette annonce? Oh, mais très facilement. Je serais bien étonné si ce nouveau mannequin ne recevait pas de proposition de la bande. De toute façon, nous prendrons cette fille en filature. Je vous demanderai même d'engager Ida comme habilleuse pour surveiller ses gestes dans la cabine. D'accord. 2 jours plus tard, le couturier engageait Yasmina, une Iranienne d'une grande beauté, qui répondait assez bien à ses exigences créatrices. Et tout au long des jours, il se mit à couper et à draper sur elle les étoffes les plus somptueuses. Un soir, en rentrant dans le petit studio qu'elle habitait dans la 63e rue, Yasmina entendit sonner le téléphone.
Allô? Allô? Yasmina Kebra? Oui. Qui est à l'appareil? Il faut absolument que je vous voie demain. Qui êtes-vous? Mon nom ne vous dira rien. Si c'est une plaisanterie, elle n'est pas drôle. Je vous téléphone de la part de Marco. Marco? Connais pas. Mais si. Il tient même beaucoup à ce qu'on se voit tous les deux. Et dès demain. Oh, fichez-moi la paix tous autant que vous êtes. Oublieriez-vous que vous n'avez rien à refuser à votre ami Marco? Je ne veux plus entendre parler de lui. Vous préférez que la police entende parler de vous? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Vraiment? Une lettre anonyme et vous êtes dans le trou. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous voir. À quel sujet? Pas par téléphone. À quelle heure êtes-vous libre demain? Je suis prise tout le temps. Vous sortez à 7h. Je vous attendrai demain soir à 7h30. 49e rue, numéro 13. Qu'est-ce que c'est que cette adresse? Un hôtel particulier. Sonnez 3 coups. Je viendrai vous ouvrir. Je n'irai pas. À demain, 7h30. 49e rue, numéro 13. Le lendemain, à l'heure dite, Yasmina sonnait au numéro 13. Bonsoir. Qui êtes-vous? N'ayez pas peur. Entrez. Par ici. Attention. Attention de ne pas vous serrer. Excusez la poussière et les toiles d'araignée. Cet hôtel est à vendre depuis longtemps. Il appartient à un ami de Marco qui me permet de l'utiliser pour mes rendez-vous confidentiels. Les voisins croient que je fais visiter. Marco a de ses combines. En ce qui concerne l'affaire dont je vais vous parler, il n'est pas dans le coup. C'est de vous que j'ai besoin. Il m'a dit, je te la prête, fais-en ce que tu voudras. Non, mais sans blague. Marco a sur vous un excellent moyen de pression. Il le met à ma disposition, voilà tout. Comprends pas. Pendant le hold-up de la banque Morgan, qui faisait le guet? Je ne sais pas. Alors. Un des copains t'a photographié, par surprise, en train de monter la faction devant la banque. Il y a même une horloge qui indique l'heure. Salaud. Une photo, ça peut toujours servir, n'est-ce pas? Bien entendu, motus, bouche cousue si tu es docile. Sinon... Et qu'est-ce que vous voulez? Je m'occupe de haute couture. J'étais en affaire avec Clarence. Elle copiait les modèles chez les couturiers et me les repassait. Ah. Elle s'est foutue par la fenêtre. Et c'est toi qui la remplaces chez Poiret. Dis donc, c'est vrai ce que racontent les journaux? Quoi? Que Poiret lance une nouvelle ligne avec 5 robes qu'il sortira à la dernière heure? Oui. La collection copiée par Clarence est donc incomplète. Oui. Ces 5 modèles, il me les faut. Et comme c'est toi le mannequin pour ces 5 robes, tu sais dessiner? Non. Tu fais de la photo? En amateur, comme tout le monde. Bon, allez, montre-moi ton sac. Pourquoi faire? Montre. Oh, dis donc, c'est pas un sac, c'est une armoire. Qu'est-ce que les femmes arrivent à fourrer dans ces machins-là? Puis il est minable, ton sac. Allez, tiens. Tiens, prends celui-là, je te le donne. Je n'ai pas de cadeau à recevoir de vous. Après-demain, je glisserai dedans $5000. 5 000 $. Et pourquoi ça? Parce que tu auras photographié tes robes. Pour me faire choper, vous rigolez. Tu ne te feras pas choper. Je voudrais bien savoir comment, par exemple. Ce sac est truqué. Dans le double fond, il y a un appareil photo. Tu mets ton sac sous ton bras. L'objectif est ici, parfaitement invisible. Tu appuies avec ton coude, déclic, hop, la photo est prise. Génial. Mais je ne marche pas. Mais si... Je vous dis que non. Mais si... J'en ai assez de toutes vos salades. Marco, c'est parce que je l'avais dans la peau que je l'ai aidé dans le hold-up. Depuis, il s'est envoyé Virginia. Alors ça va, j'ai compris. Rideau. Je ne veux pas finir en tôle. Si tu refuses de prendre les photos que je te demande, dans un quart d'heure, je téléphone à la police. Et dans 1 heure, tu es embarqué. Crapule.
Alors, c'est oui? Et après? Vous me laisserez tranquille? Parole. Mais les robes, je les aurai sur moi. Comment voulez-vous que je les photographie? Dans une glace. Tu pourras même opérer devant quelqu'un. Impossible de rien voir. Il faut de la lumière. Les cabines où tu t'habilles reçoivent de la terrasse un jour formidable. Vous êtes bien renseigné? Faut ça. Alors, c'est oui? Montrez-moi comment ça marche, votre truc. Et voilà. Tu vois, tu mets ton sac sous ton bras. Comme ça, là. Alors tiens-le bien droit. L'objectif face à la glace. Place-toi. Là, lève le bras, mon chéri, que je mette 2 épingles. Quoi, tu es fatigué? Ben et moi, est-ce que je suis fatigué? Vous me piquez. Oh, je te demande pardon, mon chéri. Monsieur Poiret, au téléphone. Ne bouge pas, je reviens tout de suite. C'est toi la nouvelle habilleuse? Oui. Ah, dis donc ce que t'es chouette là-dedans. Ah bah j'aurais dû me faire mannequin. Je te remonte un sandwich? Oui, mais à tout petit, hein. Je ne dois pas prendre un seul gramme. Je n'avais pas remarqué que les cèdres du Liban avaient la taille aussi fine. Tiens, prête-moi ton briquet. Ne touche pas à mon sac. Bah pourquoi? Mon briquet, il ne marche qu'avec moi. Oh, bah quoi, je te le rendrai. Puis tu sais, hein, l'or ça a plus de valeur. C'est le pétrole qui est intéressant maintenant. Faites-en offrir une rivière. Tiens, là le patron. Bah, je vais manger un morceau. Eh ben patron, mais qu'est-ce que vous avez? Oh mon Dieu, on vient de me confirmer que Clarence était bel et bien morte quand elle s'est écrasée sur le trottoir. Mais si elle avait absorbé un poison violent. Mais dans la tasse de café? Mais non, il ne contenait rien d'anormal. Seulement, le détective qui s'occupe de l'affaire pense que, par exemple, il est très facile pour un visiteur qui suce un bonbon de dire prenez-en un. Alors on le prend sans méfiance et celui-là contient du cyanure. Oh ben vrai. Oh mon Dieu. Mais enfin, est-ce que vous allez me garder encore longtemps comme ça? Un peu de patience. Donnez-moi mon fric et je m'en vais. Attends qu'on ait développé tes photos. Vous n'avez pas confiance? Je les ai prises dans ma glace à 3 faces. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Qu'elles soient bonnes. Hein. Voilà les photos, chef, elles sont formidables. Bon, fais voir. Ah, ouais, en effet. Dis donc, on fera quelque chose de toi, ma petite. Ne comptez plus sur moi pour la suite. Allez, mon fric. Bien. Voilà. 5 000 $. Attendez que je compte. T'as pas confiance? Pas plus que vous. 10, 20... Eh Bob, Chef? écoute. Dis-moi, téléphone à Widmark. Dis-lui qu'on se réunit tous chez lui ce soir à 6h. J'apporterai les photos. Que son fournisseur s'arrange pour livrer les clichés Galvano dès demain matin. On est en retard. Il faudra imprimer jour et nuit. Entendu. Alors, t'as ton compte? Oui, Rends-moi le sac truqué. voilà. Et vous, rendez-moi ma photo de la banque. Tu la demanderas à Marco. Mais ça m'étonnerait qu'il soit d'accord. Mais enfin, après cette affaire-là, vous m'aviez dit que vous me laisseriez tranquille. Ça ne te dirait rien de gagner encore 5 000 $? Non, merci. Pour ce business-là, je ne suis pas bonne. Faudra t'y faire. Salaud! Allez, file. Et à bientôt, chérie. Écœurée, Yasmina se rendit à la 93e rue et entra dans le bar tenu par un certain Jeff. Bonjour, monsieur Jeff. Tiens, Yasmina. Marco va bien? Je le quitte à l'instant. Il m'envoie vous demander un renseignement. Vas-y. Il voudrait l'adresse de Widmark. Il a un petit travail confidentiel à lui confier? Marco ne me tient pas au courant de ses affaires. 68e rue, numéro 12, au fond de la cour à droite, en sous-sol. 3 coups espacés, 2 coups rapides. Sinon, il n'ouvre pas. Entendu. Merci. Bien des choses à Marco. Je n'y manquerai pas. Entrez, monsieur Carter. Tiens, Ida. Mais qu'est-ce que tu viens faire? Ida Johnson est ma meilleure amie. Elle a accepté de jouer les habilleuses pour te surveiller chez Poiret. Elle est flic, elle aussi? Non, mais à mes heures, je rends service. Asseyez-vous. Sitôt ton coup de téléphone, on a sauté dans un taxi. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Toute la bande se réunit ce soir à 6h, chez un nommé Widmark.
J'ai entendu plusieurs fois Marco parler de ce type-là. Je crois qu'il a une imprimerie clandestine. Je me suis débrouillée pour avoir l'adresse. C'est dans la 68e rue, numéro 12, au fond de la cour à droite, en sous-sol. 3 coups espacés et 2 coups rapides. C'est noté. Et tes photos? Je les ai données tout à l'heure au chef de la bande. Comment s'appelle-t-il? Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a l'oreille droite fendue. Merci. Je crois que tu as bien travaillé. Alors, vous ne m'embêterez plus? Votre ami McCluskey ne va plus me refourrer en tôle? Si la bande est arrêtée à 6 heures grâce à tes renseignements, tu n'auras plus rien à craindre de nous. Allô? Donnez-moi la police centrale. Allô? Allô, la police centrale? Monsieur McCluskey pour Nick Carter. Allô, Mac? Dites-moi, la fille que vous aviez arrêtée, celle qui faisait le guet pendant le hold-up de la Banque Morgan. Oui, celle qu'on a fait engager comme mannequin chez Poiret. Elle a été régulière. Elle vient de me donner des tuyaux précis pour arrêter la bande qui fait le trafic des modèles. Si tout ce qu'elle nous a dit est exact, est-ce que vous la relâchez? Bon, merci. Mobilisez une dizaine d'inspecteurs. Je passe les chercher pour le coup de filet. Merci. À propos du hold-up, vous progressez? Quoi? Compliment. À bientôt, Mac. Mes enfants, les journaux ont gardé le secret. Marco est arrêté depuis hier soir. Grâce aux renseignements de Yasmina, Nick Carter arrêtait toute la bande, sauf l'homme à l'oreille fendue. Et le lendemain, dans la nuit, l'Iranienne recevait un coup de téléphone bizarre. Allô? Allô? Eh bien quoi? Allô? Qui est-ce qui est à l'appareil? Allô? Dites donc, à minuit, je n'aime pas ce genre de blague. Allô? Crétin! Qu'est-ce qu'il me voulait, ce type-là? Qu'est-ce qu'il me voulait? Allô? Donnez-moi le 842-97. Allô? Allô? Allô, j'écoute? Excusez-moi de vous déranger, je voudrais parler à Monsieur Carter. Ah, Monsieur Carter n'est pas là, c'est de la part de qui? Yasmina. Ah, Yasmina, c'est Ida Johnson. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, mon téléphone vient de sonner. Oui. Au bout du fil, il y avait un homme, j'entendais sa respiration. Il n'a pas dit un mot. Oh, bah c'est un copain qui te faisait une blague. Oh non, non. Non, c'est quelqu'un qui voulait être sûr que j'étais bien chez moi. Et si c'était l'homme à l'oreille fendue? Lui? Oh, il a sûrement filé loin de New York. Puis il ne sait pas que tu étais dans le coup avec nous. Oh, quand même, j'ai peur. Écoute, si Nick était là, en 2 minutes, il serait chez toi. Mais il est sur une autre affaire, je suis toute seule. Écoute, si tu crains quelque chose, habille-toi et va coucher à l'hôtel. Ah oui, c'est ça. Oui, à moins que le type n'arrive avant. Mais non, voyons. Allez, un peu de courage. Demain matin, tu en riras. Je voudrais bien. Bonsoir. Bonsoir. Ah non, non, ça, je ne resterai pas une seconde de plus ici. La valise, mon manteau. Quoi, qu'est-ce que c'est? Qui est là? Qui est là? C'est moi. Vous? Eh oui. Petite saloperie. C'est toi qui nous as vendus. Moi? Je ne suis pas au courant. Vraiment? Tu as été demandé à Jeff l'adresse de Widmark, de la part de Marco, que tu venais soi-disant de quitter. Or, Marco était en tôle depuis la veille au soir. N'approchez pas! N'approchez pas! Ouais, mais on ne crie pas comme ça, chérie. Je suis venu pour te dire que je ne t'en voulais pas. La preuve, c'est que je vais t'offrir une pastille de menthe. Tiens, prends. Eh bien, quoi, prends! Allons, prends! Prends! Au secours! Au secours! Oh, ouais, tu vas te taire, dis! Tu vas te taire! Bon, allez, allez, maintenant, je vais te balancer par la fenêtre. Un accident est si vite arrivé. Mais qui êtes-vous? L'homme à l'oreille fendue, haut les mains! Mais... Haut les mains ou je tire? Non, non, mais sans blague! Blessé à l'épaule. Évanoui, petite nature. Yasmina! Yasmina, où es-tu? Yasmina! On trouva Yasmina étendue sans connaissance dans la cour de la maison. Elle n'avait que les 2 jambes brisées. 6 mois plus tard, elle reprenait sa place de mannequin chez Paul Poiret. Fastueux comme il savait l'être, il lui avait fait un contrat princier.
Enfin, grâce à Ida, l'homme à l'oreille fendue alla rejoindre ses complices à la prison de Sing Sing. Aujourd'hui encore se poursuit la lutte contre les pilleurs de la couture parisienne, mais n'est-ce pas pour elle un de ses plus beaux titres de gloire? Dans la série Les exploits de Nick Carter, vous venez d'entendre Mort d'un mannequin par Jean Marcillac. C'est une production de Maurice Renaud. Chef opérateur du son Pierre Planès, bruitage Géo Valery, assistante Ève-Augustin Enrault, réalisation de Gilbert Cazeneuve. Avec dans le rôle de Nick Carter, Henri Djanik, Paul Poiret, José Squinquel, Max Gilbert Gilles, Brown Bernard Vavert, Jeff Jacques Aveline, Bob Maurice Barnet, Yasmina Annie Bertin, Ida Jacqueline Rivière et Jack Carter, le récitant Roger Brett.